Alors, bon matin à chacun et à chacune. J'aimerais aborder rapidement deux sujets avec vous ce matin. D'abord, la fonderie Horn en Abitibi-Témiscamingue. Ce qui se passe là-bas, c'est un bouleversement pour l'économie régionale, bouleversement pour l'avenir de centaines d'emplois directs, centaines d'emplois indirects. Certains analystes vont même jusqu'à parler de 4 du PIB de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est le poids que pèse la fonderie Horn dans l'économie régionale. Une fois que j'ai dit ça, oui, il y a des enjeux de santé publique, mais nous ne pouvons pas laisser les choses aller comme le fait le gouvernement de François Legault. François Legault, qui, je le rappelle, est normalement le ministre responsable de la région. Alors, au Parti libéral du Québec, nous demandons la création d'une cellule de crise pour l'avenir de la fonderie Horn, qui regrouperait évidemment les représentants de la fonderie, du gouvernement, de la ville de Rouyn-Noranda, la santé publique et les acteurs économiques et sociaux doivent être mis dans le coup également. Alors, important, Fonderie Horn, ça prend une cellule de crise rapidement pour voir la suite des choses et l'avenir, parce que le poids dans l'économie, toujours dans un souci de protéger la santé publique, est excessivement important. En ce sens-là, qu'ont-ils fait, Mme Fréchette et M. Drainville, lorsqu'ils étaient ministres de l'Économie et de l'Environnement? C'est directement un dossier qui touche leurs deux ministères. Ils sont partis rapidement en chefferie. Ils n'ont pas réglé, ils n'ont pas fait avancer le dossier, tout comme le premier ministre, et ça, nous le dénonçons. Maintenant, nous allons aborder rapidement le PEC. Le PEC, l'immigration sous contrôle que nous souhaitons. Bien, on voit que sous la CAQ, avec l'abolition du PEC, on voit que le gouvernement, par une mauvaise décision, qui s'entête à ne pas donner des droits acquis, bien, fait en sorte que des centaines de travailleuses et de travailleurs déjà intégrés risquent de quitter. C'est très tangible. Et en ce sens-là, ça vient impacter négativement nos services publics et nos entreprises. Et sans plus tarder, je cède la parole à mon collègue André Morin. Merci, Marc. Bonjour. Alors oui, parlons du PEC. Une décision de la CAQ sans analyse économique rigoureuse. Les régions sont abandonnées, les villes sont abandonnées, nos entreprises sont abandonnées. Et il y a un impact très important sur l'économie et les entreprises dans les régions du Québec. D'ailleurs, ce matin, on lisait dans le Journal de Québec que plusieurs maires de villes importantes, notamment Québec-Lévis, vilipendent la CAQ avec sa décision. Je reconnais qu'un gouvernement peut abolir, modifier un programme, mais il y a la manière. Et avec l'abolition du PEC, sans aucune planification, la CAQ nuit aux régions, nuit à nos entreprises. Et rappelez-vous, les gens qui sont impactés, et il y en a des centaines qui m'ont écrit à mon bureau et qui m'ont appelé, ce sont des gens qui sont au Québec depuis des années. Plusieurs à l'invitation du gouvernement du Québec. Ils sont venus ici, ils ont travaillé, ils ont étudié, ils parlent français, ils ont appris le français, ils payent des taxes, ils ont des logements depuis des années. Et là, le gouvernement dit, sans crier gare, « Bien maintenant, on ne vous veut plus. Bonjour. » Et ça, il y a un impact direct sur nos entreprises, mais aussi sur la prestation de nos services publics. Alors, c'est quand même pas banal. Et il y a pire encore, parce qu'il y a un grand nombre de Français qui m'ont contacté, et la décision arbitraire du gouvernement fait en sorte que ça nuit à la réputation du Québec en France. Alors, pensez-y. Pour un gouvernement qui se dit nationaliste, nuire à nos relations diplomatiques avec la France, il faut le faire. Merci. Monsieur Morin, là-dessus, là, justement, hier, Monsieur Robert, je vous ai répondu en chambre que accepter tous les temporaires sur le territoire québécois, ça prendrait 12 ans, là, parce que c'est 350 000 personnes. J'imagine que ce n'est pas votre objectif, mais dans les clauses grand-père que vous voulez offrir aux immigrants du PEC, à qui voulez-vous les offrir, là, pour nous donner une idée? Est-ce que vous avez déjà fait ce calcul-là? En fait, moi, ce que je vous dis, oui, le ministre a sorti ce chiffre-là hier, là, mais je le disais tout à l'heure, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gens-là sont ici depuis des années. Alors, s'ils sont ici depuis des années, s'ils ont eu des CAC ou des CSQ donnés par le gouvernement du Québec, bien, c'est parce que le gouvernement du Québec n'a pas géré son immigration correctement. Et il faut savoir que ces gens-là sont dans des secteurs névralgiques maintenant de notre économie,
la santé, l'éducation, les entreprises, les régions. Et donc, si demain matin, on leur dit, alors qu'ils étaient prêts à déposer un dossier, « Ah, ben là, vous devez quitter », ben là, il y a un impact majeur. Et je peux vous dire également que, dans les faits, concrètement, là, moi, dans ma circonscription, Acadie, là, on a une extraordinaire boulangerie qui s'appelle La Bête à pain. Bien, eux, ils avaient des employés français et ils sont repartis. Parce qu'ils n'ont pas pu rester. À la question, M. Morin, la clause grand-père, Oui. vous la demandez pour qui précisément et ça viserait combien de personnes? Je la demande pour les gens qui sont ici à l'invitation du gouvernement du Québec, qui se sont insérés dans ce programme-là et qui avaient le droit de déposer leur dossier. Donc, à la date où le ministre, évidemment, a voulu changer son programme, bien, moi, ce que je dis, c'est ceux qui étaient ici, eux, devraient avoir droit à une clause grand-père. Et après ça, après, oui, mais laissez-moi, M. Laforêt, je vais juste répondre à Madame, puis je vous reviens après. Et par la suite, monsieur pourra, les gens pourront appliquer, puis leur dossier sera étudié. Combien de personnes exactement, M. Laforêt? Je ne pourrais pas vous répondre à ce chiffre exact. Mais il y a une chose qui est sûre, par exemple, ce que ça fait concrètement, c'est que ça nuit à nos entreprises et ça nuit à nos régions. Mais c'est juste que ce que le gouvernement dit, c'est que ces gens-là n'avaient pas encore appliqué au PEC. Ils étaient probablement en voie d'eux, là, on s'entend là-dessus, mais donc comment on fait pour déterminer qui serait éligible à cette clause grand-père-là? Parce qu'ils ne sont pas dans le programme actuellement. Alors, ceux, comme je vous dis, qui ont été invités par le gouvernement du Québec, qui sont au Québec et qui voulaient se prévaloir de ce programme-là, ces gens-là devraient avoir le droit de déposer leur dossier. Puis par la suite, le gouvernement devra étudier leur dossier. Le PEC avant, là, c'est pas tout le monde qui était nécessairement accepté. Il y avait des critères, dont celui notamment de parler français. Alors ça, c'est essentiel. Mais une fois que j'ai dit ça, ces gens-là devraient au moins avoir le droit de soumettre leur dossier pour qu'il soit analysé par le gouvernement. M. Morin, qui voulait potentiellement postuler au PEC, c'est un peu... Bien, les gens qui rencontrent les critères du programme alors qu'il existait et qui étaient ici, parce qu'il y avait quand même des critères, là, 2 ans, avoir étudié, avoir travaillé, apprendre le français, etc., bien, ces gens-là, dans ces critères-là, devraient pouvoir soumettre leur dossier. Puis après ça, est-ce qu'ils vont être tous acceptés? Là, ça, je ne peux pas vous le garantir, parce qu'il y avait quand même des critères dans le PEC, là. Mais ces gens-là devraient pouvoir, parce qu'elle est là, l'injustice, et c'est ça que je répète. Ces gens-là ont été souvent invités par le gouvernement du Québec, notamment dans le domaine de la santé. Et là, on leur dit, vous avez fait des études, vous travaillez depuis 2 ans, vous avez un logement, vous êtes ici, vous avez des enfants, ils vont à l'école. Ah, mais en passant, moi, j'ai aboli le programme, j'ai changé les règles, puis dans mon nouveau programme, il y a une série d'autres critères. Et c'est là que ça ne marche pas. Puis c'est pour ça que je vous dis que quand on planifie l'immigration, ça doit se faire sur du moyen et long terme. Parce que ces gens-là, ce sont des humains, et là, ils vivent des drames. M. Drainville, lui, donc, envisage une clause grand-père. Puis son adversaire, Christine Fréchette, en début de semaine, a promis un plan d'action humanitaire, là, je la cite. Elle veut tripler le nombre d'invitations faites à travers le PTSQ, puis l'élargir au secteur récréo-touristique, puis s'engage à renouveler le certificat d'acceptation du Québec à tous ceux qui sont déjà ici. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Et M. Roberge, comme il appuie Mme Fréchette, pourquoi il ne le fait pas maintenant? Bien, ça, c'est une excellente question qu'il faudrait poser à M. Roberge, parce que moi, j'y dis à M. Roberge depuis des mois et des mois et des mois. Le Parti libéral du Québec, on ne s'est pas réveillé un matin pour vous dire que l'abolition du PEC, c'était une injustice, là. On le dit depuis des mois. Mais vous êtes prêt à y aller aveuglément sans savoir combien de gens ça concerne? Aveuglément, non, sûrement pas. Mais non. Tout à l'heure, je ne sais pas combien de monde ça concerne. Oui, mais entre ça et aveuglément, c'est 2 choses. Moi, ce que je vous dis, c'est les gens qui sont ici, qui pouvaient appliquer, qui ont été invités alors que le programme existait, ces gens-là devraient avoir le droit de postuler pour le PEC. Parce que, et ça je l'ai dit aussi, on ne change pas les règles du jeu à la fin de la 3e période. Mais comme je vous ai dit, le nombre exact, je ne le connais pas, effectivement. Donc juste avant, juste pour finir, excuse-moi Alain, je m'excuse Alain. Ouais. Donc pour vous, la position du gouvernement, c'est correct? Oui. La position du gouvernement, elle est intenable selon vous? Bien là, c'est-à-dire, la position actuelle, oui, parce qu'elle est fondamentalement injuste. Maintenant, là, les candidats Drainville-Fréchette arrivent avec des modifications. On va voir ce que ça va donner. Mais ce que je dis, c'est que
ce qu'ils ont fait, ce que le ministre Roberge a fait, c'est une injustice, puis il faut réparer cette injustice-là, il faut la dénoncer. Voilà. Nouveau recul ou on en pense quoi le matin? Hein? On en pense quoi matin? Autre exemple d'un gouvernement qui est sur pause. Autre exemple d'un gouvernement le troisième lien, là, au-delà de ce que tout un chacun en pense, on voit un gouvernement qui a cessé d'agir dans ce dossier-là. C'est un autre exemple qui s'additionne à celui où j'espère qu'on va avoir la précision, à celui qui s'est ajouté hier quand je soulevais que le ministre Girard a annoncé un report de son budget après la course. Il réfléchit très sérieusement, c'est ce qu'il va faire. Alors, posons la question à M. Girard, le budget, c'est pour quelle date? Confirmez-vous que c'est après le 12 avril? Puis après le 12 avril, ça va être une semaine, 2 semaines après, de deux. Troisième lien, un autre exemple patent d'un gouvernement qui est sur pause puis qui ne fait pas avancer le dossier. Sur pause, est-ce qu'il faudrait tirer la plug carrément sur cette idée d'un troisième lien central qui semble pas avoir beaucoup d'appui? Ça prend, encore une fois, une proposition qui soit réfléchie et qui tienne la route. Il y a des enjeux de mobilité dans la capitale nationale. Il y a plusieurs solutions à court, moyen et très long terme. Et ça, bien, ça prend évidemment, ça prend du sérieux dans ce dossier-là. Tirer la plug sur le troisième lien central. Ben, écoutez, c'est au gouvernement à faire la démonstration que c'est la bonne solution. Nous, on va vous revenir avec une proposition sous un nouveau leadership. Nous aurons l'occasion de vous revenir avec les détails. Pas capable de prendre position non plus, donc vous reconnaissez qu'au Parti libéral, la course à la chefferie vous met un peu dans la barre par rapport à cet enjeu-là qui est assez controversé. Non, pas du tout. Vous ne savez pas prendre position en ce moment, là. Oui, alors là, je vais vous répondre. La mobilité, l'enjeu de mobilité, ça fait des années qu'on le décrit sous la CAQ. De 2, il y a des enjeux de mobilité nord-sud. Il y a des solutions à court, moyen et à très long terme. Le cas échéant, un troisième lien, solution à très long terme, doit être analysé de façon sérieuse. Et ce qu'a pas fait la CAQ, c'est un dossier qui n'avance pas du tout, avance-recul, avance-recul. Puis là, on apprend un matin qu'ils vont le remettre sur la glace. Alors, c'est ce qu'on constate. Puis encore une fois, je termine là-dessus. L'enjeu de mobilité dans la capitale nationale et le transport nord-sud, c'est un enjeu réel. Puis il y a différentes solutions, dont à très long terme. Quand vous parlez du troisième lien, vous dites toujours solution à très long terme. Vous voulez rejeter ça au calendrier grec, ce projet? Non, bien, vous savez, Champlain, ça s'est fait quoi en 5 ans, puis ça a été à vitesse grand V. Quand on parle de telles infrastructures, le cas échéant, que ce soit Transcorps collectif, comme on le proposait en 2022, on proposait un lien nord-sud pour le tramway. C'est sur plusieurs années, et ça prend de la planification hors de tout reproche. Sur M. Tanguay, Glencore. parce que vous dites que sur le troisième lien, parce que j'essaie de comprendre, là, vous reprochez au gouvernement de mettre ça sur pause puis de tergiverser avec. Vous devriez être content, c'est ça? Vous dites que c'est pas votre projet, vous devriez être content qu'ils mettent ça à la glace, vous devriez les féliciter, non? Non, on ne félicitera pas le gouvernement sur le troisième lien. Je ne connais pas personne au Québec qui va féliciter le gouvernement sur le troisième lien. Un dossier qui a été mal mené dans tous les sens du terme. Puis encore une fois, ce matin... La décision qui fait votre affaire, vous devriez féliciter. Bien, la décision, non. C'est une pause. Ils mettent ça sur la glace parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Parce qu'il y a une course à la chefferie, puis ça n'a pas de l'air clair qui va gagner. Puis le ministre Julien veut être du bon bord, j'imagine, quand il va proposer son troisième lien à lui. Vous n'êtes pas capable de dire c'est quoi votre proposition? Oui, tout à fait. Nous aurons l'occasion, sous un leadership renouvelé, de vous revenir avec des éléments de réflexion. Non, ben, la CAQ, ils ont perdu 8 ans. Ils vont attendre la course à la chefferie, M. Tanguay. La CAQ a perdu 8 ans. Encore une fois, ça prend des débats, ça prend des solutions sur le très long terme. Il faut réfléchir à ça, puis c'est normal. Sur Serbé, c'est bon. Glencore. Vous aviez déjà proposé ça. On va vous revenir avec des détails. On aura l'occasion dans les prochaines semaines, prochains mois. Je suis certain, les gens de la capitale nationale puis de Chaudière-Appalaches, ils ont le droit de savoir ce que les partis politiques proposent, puis c'est ce qu'on va faire de façon très, très tangible. Vous proposez une cellule de crise pour Glencore, Oui. mais est-ce que le gouvernement devrait accepter de conserver la norme de 15 nanogrammes et de respecter, en fait, les demandes de l'industrie là, pour garder les emplois? La norme québécoise, au moment où on se parle, c'est 3 nanogrammes d'arsenic par mètre cube. C'est la norme. Maintenant, j'entends qu'il peut y avoir des débats, des discussions quant à la fiabilité ou à... L'entreprise a une réglementation actuellement. Là. Elle a une possibilité d'avoir 15 nanogrammes. Jusqu'à 15. Mais la norme québécoise demeure à 3. Donc, quand on parle de cellules de crise, Glencore veut s'inscrire dans le long terme. Je suis allé visiter Glencore en juin 2024, d'autres collègues également.
Encore une fois, la santé publique, il ne faut pas transiger là-dessus, mais il faut avoir un débat sur ce qui est acceptable ou pas, point de vue scientifique. Et il y a certains débats par rapport à cette fameuse norme-là. Alors, ça ferait partie de l'enjeu, ça serait même un enjeu central de la cellule de crise, pour permettre de donner une prévisibilité à Glencore, puis de conserver les emplois et le poumon économique. 4 du PIB de l'Abitibi, c'est pas rien. Je pense que ça prend une cellule de crise. Êtes-vous d'accord avec... Êtes-vous d'accord avec ça? Il faut que le débat soit fait par les scientifiques. C'est pas moi ce matin qui va vous dire c'est pas 3, c'est une autre norme. Chose certaine. Les scientifiques disent que c'est 3 nanogrammes. Donc, la loi le dit. Il faudrait avoir un débat là-dessus pour s'en assurer. Oui, mais il pourrait y avoir d'autres réflexions. Et là-dessus, je pense que la santé publique est ouverte également à avoir ces débats-là. Si la norme est confirmée à 3, non, c'est pas ça que je vous dis. Ben voyons donc, un matin, je me lève et je crois pas à la science, moi. Pourquoi pour avoir la porte si la science... Non, mais la science évolue. La science évolue. La science évolue avec les nouvelles façons de mesurer l'impact, entre autres, sur l'activité humaine. Alors, la science évolue. Encore une fois, et aussi du côté de Glencore, qui semble dire 15 nanogrammes, je ne peux pas aller en bas de ça, moi. Il faut voir sur les aspects techniques. Mon point, c'est qu'il faut s'assurer qu'il y ait une pérennité de l'industrie en respectant la santé publique parce que l'impact économique est majeur. À ce moment-là, est-ce qu'on donne pas un passe-droit à Glencore? C'est ça que vous voulez. Non. Ben, sur cette question-là, je veux dire, en protégeant les emplois, est-ce qu'on donne pas un passe-droit à Glencore? Non, pas du tout. On est dans la réalité terrain d'une industrie qui est là pour faire du recyclage entre autres des cellulaires. C'est une industrie qui est bonne pour l'environnement dans ce qu'elle fait, récupère les cellulaires, les appareils électroniques, va récupérer les matériaux précieux. Dans la chaîne de recyclage, c'est un maillon important. Maintenant, son activité a un impact sur les êtres humains qui vivent autour. Il faut en discuter. Il faut s'assurer d'avoir les bonnes normes. Ce n'est pas moi, matin, qui vous remette en question ça, mais il y a place à débat scientifique là-dessus. Puis la science évolue, les nouvelles façons de mesurer évoluent également. Mon point, je ne suis pas en train d'annoncer, puis je termine là-dessus. C'est pas 3, c'est 4, c'est 5, c'est pas moi qui va faire ça, mais ça prend une cellule de crise. Parce que là, il y a un train qui semble avoir quitté la gare. Un plan pour fermer Glencore. Est-ce que l'industrie, est-ce que Glencore, la fonderie, est-ce qu'ils sont sérieux là-dedans? Je pense que oui. Alors, ça prend une cellule de crise. C'est l'emploi, au fond, qui vous inquiète, là. C'est les deux, santé publique et l'économie. Il y a un autre fleuron québécois qui vient d'être vendu aux Américains pour 2 milliards, là, l'entreprise Edify de Techno à Sainte-Foy. La caisse de dépôt, entre autres, a des billes là-dedans. Est-ce que ça vous déçoit? Écoutez, c'est toujours... puis je ne suis pas au courant des détails, en toute honnêteté, de cette transaction-là, mais il est clair que quand on entend de telles nouvelles, ben c'est pas une bonne nouvelle quant à la propriété de nos grandes entreprises ici par des Québécoises et des Québécois. Il est clair que ce n'est pas une bonne nouvelle. Maintenant, il peut y avoir des transactions où des emplois sont consolidés. Alors, il faudra voir. Je pourrais vous revenir avec les détails de ça. Sur les médecins, là, on Oui. va avoir la nouvelle loi 2.0. Il faut quand même faire vite, là, parce que l'ancienne loi arrive le 27 février. 28. Êtes-vous prêt à collaborer pour accélérer là-dedans? C'est quoi vos intentions? Qu'est-ce qu'il devrait avoir dans ce projet de loi-là qui ferait que vous allez dire oui? Nous, on a toujours été prêts à collaborer. J'en veux pour preuve la dernière journée de décembre où on a fait adopter en catastrophe un projet de loi justement pour reporter dans le temps au 28 février leur mauvaise loi 2 qui nous avait enfoncé dans la gorge, dans le bâillon. Alors ça, je pense que c'est la définition même d'une opposition officielle sérieuse et responsable qui est prêt à collaborer. Maintenant, si le gouvernement veut encore une fois faire un pas de plus pour scraper ce qui nous avait enfoncé dans la gorge, ben, on va l'aider à reculer. Nous, ce qu'on veut, si c'est bon pour les patients puis l'accès aux soins, clairement, on est là pour aider un gouvernement qui est en déroute, qui a abandonné les Québécoises et Québécois en santé. On passe en anglais. But it's a blitz. I mean, if the new law has to come into effect by the end of the month, you have a blitz again with a new bill on doctors in front of you. Again, this government who has not accustomed us to think ahead prior to any piece of legislation, for instance. So
you're right saying that it most probably is going to be a blitz because there's a deadline, February the 28th. So they created it themselves, this very bad situation. And in the meantime, the Quebecers doesn't have the services. So again, we will read, first of all, the bill will be tabled in a couple of hours. We'll read it, and we will be willing to responsibly to work to help the government to go away from his bad approach. It's just that you cannot go back to the special law on doctors after February 28th if there is not a new law in place. Because their law that he imposed is unpractical. The law that they impose it's impractical. So they gain time in December to push this aside till February 28th, and now we'll read the bill. But again, the healthcare system is lots of Quebecers are suffering because of the healthcare system state behind the CAQ government. So again, we'll read the piece of legislation that they will be tabled, and we'll be willing to work. Do you still receive phone calls? I remember Monsieur Deradji being in contact with several doctors. Do you still receive phone calls of doctors that are panicked because of the special law on doctors and they want to leave the province? I think that we saw a change of approach with the government when they decided to negotiate, acting in good faith, and we saw that there's some results. Still, there's a lot of work to do. I think that the government must continue to act in good faith, but again, we are suffering from impacts caused by these last months of fight. And one last question. The health minister, Sonia Bélanger, said that yesterday that 75,000 of patients were now taken care of collectively or individually, but in the agreement with the GPs, it's 500,000, 500,000 patients. Yes. So we're far away. We're far away, and how many lost their doctors in the meantime? So it's interesting to see that, potentially 75,000 will gain access to a doctor or a group of doctors. But that being said, for the last months, how many doctors left Quebec or left the practice? So, and what's the impact on thousands and thousands of Quebecers who lost their doctors? So not only we have to look at the gains, but we have to look at the losses, and we are asking for these numbers as well. The Horn Smelter, Glencore, how does the government balance public health and keeping jobs? They must take this issue very, very seriously. That's why we are asking for an emergency committee who will regroup the government, not only the government, but Santé Publique, the Glencore as well, and the city of Rouyn-Noranda, and the actors of the economy of the region. So they must address this very, very important challenge because it's so important for the economy of the region. And that being said, it's a question of healthcare and economy. Both must be respected and work together. But again, we saw two ministers leaving for the leadership race. One was for the environment, the other one was for the economy. Why they haven't perceived that issue and why there's no solution in place as we speak. Merci.